Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présentes et présents pour ce rendez-vous avec Pierre Biziou, l'éditeur des éditions Matin Calme. Nous sommes ravis, Édouard et moi-même. Alors, Édouard, responsable de la médiathèque de Beaucouzé en Maine-et-Loire et participant actif du comité de sélection du prix Sésame. Et moi-même, donc Joëlle Nicolas, médiatrice culturelle à Angers. Nous allons donc vous proposer un échange. Nous partons sur 30 minutes. Nous déborderons un petit peu. Voilà, si vous avez envie de poser des questions, profitez-en. Voilà, nous dépasserons peut-être jusqu'à 45 minutes. Et puis, un merci particulier à Jordan qui, de Paris, suit ce webinaire et on assure toute la technique. Pierre Biziou, première question. Bonjour à tous. Donc, une première question pour vous, Monsieur Biziou. Donc, on a vu que vous aviez de l'ancienneté dans le monde de l'édition. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, puis nous présenter un peu votre parcours dans ce monde de l'édition, avant de parler de Matin Calme un peu plus? Alors, bonjour à tous et enchanté d'être avec vous. Oui, j'ai commencé l'édition non loin d'ici, 78 rue du Bac. On est au 116 maintenant, donc en un peu plus de 30 ans, j'ai fait pratiquement allez, un petit centaine de mètres sur la rue du Bac. J'étais au Serpent à Plumes pendant de nombreuses années, avec une interruption de 10 ans, et puis après, à nouveau. Voilà, et avec Irène Rondanini, il y a 2 ans. Après que Serpent à Plumes a cessé d'exister, on a décidé de monter cette maison d'édition consacrée au polar coréen. Voilà, et on a appelé Matin Calme, puisque c'est le nom de la Corée, le vrai nom de la Corée, c'est le pays du matin calme. Donc voilà, on a fait ce petit jeu. Mais sinon, effectivement, c'était littérature, beaucoup de littérature étrangère contemporaine avec le Serpent à Plumes. D'accord. Et alors, comment est né ce projet de maison d'édition autour du polar coréen? Puis pourquoi déjà spécifiquement le polar en plus? En fait, j'avais déjà travaillé sur des traductions de coréen. C'est un truc un peu spécifique à la Corée. On travaille en binôme, les traductions, avec une personne coréenne qui va faire une première traduction coréen-français et un binôme français qui va reprendre et réécrire, et ensuite des échanges entre les deux pour essayer d'avoir quelque chose de fluide et qui respecte évidemment la langue originale. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de traducteur de coréen quasiment qui traduisait seul. C'était des binômes. Et donc, j'avais une voisine à l'époque qui s'appelle Kyungman Choi, avec qui je travaille toujours, qui m'avait demandé d'être son binôme pour le français. Et donc j'avais déjà commencé à travailler sur des textes d'auteurs coréens, à les traduire en fait, enfin à les co-traduire dans ce système assez particulier, et notamment le placard de Kim Il-soo, voilà, il y a quelques années. Et c'était vraiment, bon, c'est une belle façon de découvrir un pays, une langue et une culture. Et donc, on a travaillé comme ça ensemble aussi sur Jang Yoo-jong, qui est une autrice qui était publiée chez Piki. On avait fait Généalogie du mal. Et puis également Kim Yong-ga et voilà, quelques autres auteurs comme ça. Et un jour, je suis tombé sur un papier, à l'époque du Serpent à Plumes, sur un papier du Guardian qui parlait de l'arrivée du cas polar dans le monde, qui était le nouveau polar nordique. C'était le polar de Corée qui allait arriver, et les auteurs cités étaient que des auteurs sur lesquels on avait travaillé. Donc je me suis dit, c'est un petit peu dommage de voir que ces auteurs sont un petit peu dispersés dans des maisons d'édition en France, pas forcément mis en valeur, et surtout pas du tout mis en valeur en tant qu'auteur de polar. C'est-à-dire que c'était jamais très très spécifique. Donc voilà, l'idée était assez simple en fait, de se dire non, tous ces gens qu'on traduit, ça vaudrait peut-être la peine de les rassembler, leur donner une vraie place de collection, et de les présenter comme ça au public français.
Surtout, franchement, ils avaient beaucoup de choses à dire. C'était vraiment, enfin, moi je trouve qu'il se passe beaucoup de choses en Corée et que c'était très intéressant. Donc voilà comment est né le projet, qui devait être une collection au Serpent à Plumes. Et puis quand finalement, à la suite de rachats et de rachats industriels, la maison Serpent à Plumes a été fermée, on s'est décidé, Irène et moi, à monter une véritable maison d'édition autour de ce projet. D'accord. Et vous avez un lien particulier avec la Corée? Comment ça vient alors? Ça vient comme ça, à cause d'une voisine qui m'avait sollicité pour l'aider à co-traduire uniquement. Bon, depuis, j'ai eu le plaisir d'y aller et puis de découvrir beaucoup plus. Et voilà, c'est un pays que j'adore. Mais non, au Serpent, on publiait des auteurs du monde entier. Vraiment, il n'y avait pas de spécificité à cette époque. D'accord. Est-ce qu'on peut vous proposer un écran partagé, voilà, et vous proposer de nous parler de ces titres-là? Avec plaisir. Voilà. Donc, le premier du catalogue, c'est Sancho. Kim Un-soo, c'était important de commencer avec lui. C'est un type que j'adore, qui est vraiment à la fois représentatif de tout ce qu'est la Corée, de ce que sont ses écrivains, de ce que c'est aussi cette nouvelle génération d'écrivains coréens. Et c'était essentiel de commencer avec lui. C'est vraiment un ami, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui vit près de Busan, qui est un peu retiré dans la campagne, qui vit sa vie très, très paisiblement avec sa femme, qui fait de la poterie. Et à côté de ça, qui écrit des choses absolument cruel et magnifique. Et donc, c'était, voilà, quand on se lance dans un projet comme ça, on a besoin aussi d'être, je crois, en empathie avec des auteurs. Et voilà, c'était vraiment emblématique de ce qu'on voulait faire. Ensuite, on a publié Bonne nuit maman de Seo Mi-hye. C'est pareil, j'avais rencontré à Francfort. C'est aussi, on a beaucoup de plaisir à travailler avec ces gens. On ne publie pas d'auteurs qu'on n'aime pas déjà, avec lesquels on n'a pas déjà des liens qui nous enrichissent. Donc c'est très important. Et Seo Mi-hye, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très agréable. C'est un thriller psychologique beaucoup plus classique, je dirais, que Sancho, qui se passe dans la mafia de Busan. Je ne sais pas si je peux prendre du temps pour expliquer d'ailleurs Sancho. En Corée, vous connaissez peut-être pas forcément bien tous la Corée. On a donc Séoul qui est un petit peu, qui est un petit peu au nord. Et tout au sud, il y a un grand port, donc la deuxième ville, je pense, du pays, qui s'appelle Busan. Et on va dire, pour simplifier, c'est un peu comme Séoul-Paris et Marseille-Busan. Voilà. Donc un port avec tout ce qu'il peut y avoir comme trafic, comme banditisme et comme gens un petit peu louches comme ça. Et donc Kim Un-soo, vraiment, lui, il est né à Busan, c'est un petit gars de Busan, il a vécu avec tous ces gens dont une partie sont devenus des malfrats. Et donc on était vraiment dans cette ambiance de mafia de port, puisqu'on est tout près, on est à 3 heures en bateau du Japon. Bateau rapide, la Fukuoka, et puis tout près de la Chine évidemment, et puis il y a tout un trafic aussi avec la Corée du Sud, la Corée du Nord, pardon. Et voilà, donc une ambiance plus mafia. Seo Mi-hye, on était vraiment sur du thriller psychologique. C'est une trilogie. Le deuxième vient de sortir ce mois-ci en Corée, et il sera chez nous. Il est en cours de traduction. Il sera chez nous en octobre. Voilà, on est très, très heureux. Ensuite, on avait publié Dojinki, le portrait de la Traviata. C'est un monsieur fort brillant. Il était magistrat, ensuite il est devenu avocat. Et maintenant, il continue avec une œuvre de romancier où il a 2 grandes séries, une fois avec un héros avocat, une fois avec un héros magistrat. Et le portrait de la Traviata, c'est ce qu'on appelle un whodunit, c'est-à-dire qu'il y a un crime qui a été commis. Et la question, c'est qui peut avoir commis ça alors qu'il y a très peu d'éléments. En fait, la pièce est fermée, etc. Enfin, voilà. Donc, qui a pu commettre? C'est une espèce de Cluedo, on va dire, à la coréenne. Voilà. Donc ça, c'est sorti en juin. Après quoi, nous avons sorti le Jungjean, carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant, qui était une comédie policière. Jungjean, c'est
une jeune femme de Séoul et bon, c'est vraiment une comédie policière. On a un chaman qui est une espèce d'escroc sympathique qui fait croire qu'il sait lire dans l'avenir, etc. Et qui est flanqué de deux complices, sa sœur qui est une hackeuse et puis un copain qui est un peu le fortige de la bande. Et ils vont tomber sur une affaire policière assez lourde où en face se trouve une autre chamane qui, elle, est très prise dans des affaires politiques et économiques. C'est une comédie policière. Il faut quand même savoir que dans l'histoire récente de la Corée, il y a eu un événement qui a été la destitution de la présidente de Corée, qui est actuellement en prison pour 17 ans, et qui était flanquée d'une chamane gourou, comme ça, qui à la fois voilà, avait une grande influence sur elle, mais qui aussi était le relais pour tout un tas de corruption avec les grands groupes industriels de Corée. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans pas mal de polars en Corée. Il y a cette espèce voilà, de présence de groupes dissimulés. Et là, c'était typiquement ça que ce personnage de femme gourou très négatif que combattait notre beau gosse. Voilà. Ensuite, nous avions le Song Si-woo, le jour du chien noir. Le chien noir, c'est une expression empruntée à Churchill qui parlait de son chien noir, qui était sa dépression. Et donc, Pollard parlait de la dépression, du traitement médicamenteux ou non, sachant que c'est des questions qui jusque-là étaient assez absentes de la Corée, où il y a assez peu cette vision psychologisante ou psychanalytique, ou voilà. Et même la dépression était quelque chose qui n'était pas tellement, qui n'est pas vraiment accepté. Et donc Song Si-woo, qui est une femme qui travaille dans la Commission des droits de l'homme en Corée, voilà, est très soucieuse des questions sociales, a pris le biais du polar pour parler de ces questions et de la façon dont la dépression est vécue et connue en Corée. Lee Jong-kwan, Soul Copycat, on était sur un polar thriller très classique avec un flic qui qui se réveille un matin dans une clinique après un incendie, il a perdu la mémoire et il poursuivait un copycat. Les copycats sont ces criminels qui copient d'autres criminels ou d'autres façons de commettre des crimes et donc il va essayer de reprendre l'enquête tout en étant dans son espèce d'amnésie. Et il ne faut pas que j'en dise trop parce que voilà, ça gâcherait. Et je termine avec Ban Si-yeon, Parle-moi de ton crime, qui était un polar. Alors là, c'est très crépusculaire, très noir, sur fond de sociétés secrètes qui organisent des règlements de compte d'une grande violence. C'est un livre très violent, très fort, qui est avec une composition très complexe. C'est très écrit. Avec 3 personnages principaux. C'est pareil, il ne faut pas que je vous en dise trop. Il y a pas mal de surprises dans le bouquin. Et des temporalités différentes autour de la personnalité d'un assassin qui a échappé à la justice, enfin, qui a quasiment échappé à la justice, qui a fait très peu de prison alors qu'il avait commis des crimes affreux. Et donc, il y a un processus de vengeance qui est engagé et qui est assez compliqué. Voilà, mais magnifique. Voilà, ça c'était notre année 2020. Alors, on parlera tout à l'heure des derniers titres. Nouvelles sorties, ouais. Voilà, les nouvelles sorties. Alors, pour revenir un petit peu sur Sancho, c'est vrai qu'à la lecture du roman, on découvre toute une galerie de personnages, des personnages très marquants. Donc, on a bien sûr Wizu, le personnage principal, qui est ce quadragénaire un peu déprimé, qui souffre un peu de la crise de la quarantaine. Puis, on a un autre personnage qui est assez fort, je pense, qui a dû marquer pas mal les lecteurs, c'est Person, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un peu ce chef de la mafia, mais un vieil homme qui passe son temps à jouer aux cartes, qui semble inoffensif, mais qui pourtant
s'avère redoutable. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu là, de ces personnages que l'on n'oublie pas? Oui, bien sûr, c'est un dispositif qui est très Kimunsu, je crois. Il y a ce jeune Quadra qui se pose beaucoup de questions, je crois qu'il ressemble beaucoup à l'auteur. Et cette figure paternelle se retrouve dans tous ses romans. Elle est très, très importante. On l'avait aussi dans son précédent qui s'appelait Les Planificateurs, qui est un très, très chouette roman qui est disponible chez Point. Voilà. On a ce jeune type qui est quand même un vilain, hein. C'est un malfrat, voilà, qui est le bras droit de notre ami le Personne. Le Personne, il règne à travers un hôtel très important, il règne sur sa petite partie de plage et du port de Busan. Et c'est un lieu qui n'existe pas. C'est un lieu fictif dans Busan qu'a pris l'auteur. Et il arrive un peu à la fin de son hégémonie. Il commence à être contesté par quelques jeunes pousses un peu agressives, on va dire. Et Uetsu, lui, bon, il a toujours été fidèle à son vieux patron, qui est quasiment son fils adoptif. Mais il n'est pas non plus son fils. Personne n'a un fils qui n'est pas une lumière, mais qui va forcément hériter, puisque c'est son fils. Donc, Uetsu, il est à la croisée des chemins. Il doit décider, est-ce qu'il va voler de ses propres ailes? Est-ce qu'il va rester à servir le Personne et son fils après, qui est incapable, voilà, très antipathique, ou même est-ce qu'il va passer à la concurrence et se retourner contre cette figure du père, voilà. Et il y a des tentations assez fortes. Il y a aussi l'envie de vivre une histoire d'amour qu'il a retardé autant qu'il a pu, mais bon, avec une femme qui est une ancienne prostituée. Et donc tout ça monte crescendo jusqu'au choix qu'il fait et toutes les conséquences derrière, évidemment, qui sont assez nombreuses et assez inattendues aussi. C'est vrai qu'à la lecture de Sancho, on pense à des classiques du film noir, tel Le Parrain, mais surtout, enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti, on pense au film de Scorsese, Les Affranchis ou encore Casino. Est-ce que ça peut être une source d'inspiration pour le roman de Kimunsu? Est-ce que c'est des choses qui l'inspirent? Je sais pas s'il les connaît vraiment. Je crois qu'il connaît très bien la mafia de Busan. Et je pense que sans pouvoir faire du structuralisme de bandits, je pense qu'on retrouve un peu les mêmes cycles partout. Et c'est vrai que cette guerre de succession, elle se pose voilà, comme une espèce de logique. Et après, il y a des mafias assez fortes dans ces pays-là aussi. Voilà. D'accord. Je ne sais pas s'ils connaissent spécialement probablement, mais je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de cette inspiration, sachant que lui, effectivement, il a grandi à Busan, dans ce quartier-là. Il connaît très bien. Il y a pas mal de copains qui ont fini de l'autre côté de la barrière de la justice. Donc, je pense qu'il était aux premières loges avec pas mal de références déjà directes. Okay. C'est vrai que ce qui est appréciable dans les films coréens, dans Sancho et également ce qu'on retrouve dans les films coréens, c'est ce mélange particulièrement réussi de comédie sociale, d'humour, de l'humour souvent très noir, et puis des passages très sanglants, très gore. C'est vrai qu'on retrouve ça aussi dans Sancho, et on retrouve ça dans les... Ah, voilà. On y est. On retrouve ça aussi dans le cinéma coréen. Voilà, vous avez raison, j'ai oublié de le dire, bien sûr, mais il y a énormément d'humour en plus là-dedans. Oui. Kimunsu est un type extrêmement drôle. Alors, c'est toujours un humour assez discret, assez deuxième degré, assez froid, mais c'est très, très, très plaisant et très présent dans toute cette littérature coréenne et dans les films aussi. C'est vrai que sur beaucoup de plateformes, maintenant, on découvre des quantités de séries, de films.
Alors, on a fait un petit choix là de quelques films. On a mis Parasite on a aussi un prix du DVD Sésame et Parasite fait partie. Donc, beaucoup de lecteurs auront aussi pu voir un film coréen. Est-ce qu'on peut vous demander un petit commentaire sur certains? Le dernier train pour Busan, moi, je peux pas. C'est très bien, c'est très bien. C'est horrible. Moi, j'ai essayé au moins 3 fois. Je tiens de moins en moins. La première fois, j'ai regardé peut-être 40 minutes, la deuxième fois 15, et maintenant, dès que la biche se fait écraser sur la route, j'ai peur. Et quand j'ai pris le train pour Busan, j'étais tout angoissé. Mais je crois que c'est très apprécié. Ça fonctionne très bien avec pas mal d'humour. Parasite, j'ai effectivement, bien sûr, adoré. On était en train de créer Matin Calme quand Parasite est arrivé, donc on a suivi, ça a monté vers le succès avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, et c'est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé, et je sais que pour en avoir parlé avec pas mal de gens qui connaissent pas du tout la culture coréenne, certains ont été surpris de ce qu'ils ont appelé la deuxième partie, qui est plus peut-être plus loufoque, plus incompréhensible, qui parle un peu dans tous les sens, mais qui est très, 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 pour le coup, très coréenne, j'ai trouvé, moi, et qui fait un peu tout le sel de la chose. Et c'est vrai qu'à un moment, ça barre un peu bizarre, et la fin, évidemment, est grandiose. Oui. Mais c'est vraiment intéressant comme film. Puis la photo, ils ont, mais ça on retrouve dans la littérature aussi, ils ont un amour des scènes qui est extraordinaire. La descente de l'escalier, là sous la pluie, dans la nuit, c'est magique, quoi. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les livres, où souvent l'intrigue surprend un public habitué, le public français qui est habitué à des trucs hyper ficelés, un peu américains, un peu, voilà, qui se tiennent vraiment, tout est ajusté. Souvent, dans nos romans, on a des choses où l'intrigue elle est un peu évanescente, et ça s'explique un peu comme ci, comme ça. C'est pas le fond du livre, rarement. À part peut-être Dojinki, mais sinon, ils sont plus attachés à des scènes et à des personnages. Enfin, les personnages, comme on disait, comme vous disiez, pour Sancho, et des scènes aussi, enfin, il y a des scènes chez Kimonsu, soit au restaurant ou en train de se massacrer, ils sont absolument dantesques. Donc Parasite, magnifique. Burning, très très beau. L'image est magnifique dans Burning. Je crois que c'est tiré d'une nouvelle de Murakami. C'est très, alors, typiquement coréen aussi, on se bat au couteau, quoi, parce que sinon la scène est ennuyeuse, quoi, si on se tire dessus avec des rafales de mitraillettes, de pistolets. Bon, tandis que quand on se bat au couteau, on est dans le corps à corps, on est dans une espèce de violence très, très, très intime, et qu'ils aiment beaucoup. Dans Sancho, on découvre qu'on se poignarde avec un couteau à sashimi, mais on met un torchon à la moitié de la lame. Comme ça ne rentre pas entièrement dans le bonhomme d'en face, ce qui fait qu'on pourra se retrouver, se rebattre quelques mois plus tard. Voilà, on ne va pas tuer, on va juste bien blesser, et puis ça permet de continuer le jeu un peu plus tard. Et dans Burning, il y a des belles scènes au couteau aussi. Mademoiselle, on est sur quelque chose de très différent, là, qui a eu un énorme succès, je crois, en France. Hein, ça a été très remarqué. C'est très beau, très esthétisant, et très complexe aussi dans le scénario. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. The Chaser, ça me rappelle notre Ban Sillon. C'est très, très violent. Et leur très noir. Ah ouais, c'est magnifique. Ils ont ouais, c'est ça, c'est ce noir qui est vraiment prenant, quoi, qui est extraordinaire. Moi, je trouve c'est magnifique, ce film. Et Snowpiercer, qui est donc la mise au cinéma du transpersonnage. Très esthétique. C'est pas mon préféré, surtout de cet auteur, n'est-ce pas, mais très beau, très beau.
je crois que la série a un petit peu désorienté, qu'elle a déçu un petit peu. Mais le film est très chouette. Ouais, très, très chouette. The Chaser et Parasite, voilà, magnifique. On a beaucoup de nos auteurs aussi qui sont scénaristes ou qui sont dans le cinéma et beaucoup de ces livres qui sont adaptés. Sancho, le film a commencé à être tourné, ça s'est arrêté avec le Covid, on espère que ça sortira. Les planificateurs aussi de Kim Il-soo a été. Il y a eu 2 adaptations cinéma, une aux États-Unis et une en Corée, qu'on n'a pas encore eu en France. On a publié Était quelque part des cadavres en janvier d'une jeune femme, Parkinson, qui est une scénariste. C'est des milieux qui sont très proches entre le roman. D'ailleurs, ce qui fait qu'il y a assez peu de romans adaptés, puisque eux-mêmes étant romanciers et scénaristes, quand ils sont sur le film, en général, ce sont des scénarios originaux. D'accord. Pas toujours, mais souvent. Ok. On va parler un petit peu des nouveautés du catalogue de Matinka, mais entre autres le nouveau roman de Kim Il-soo, donc Le Placard. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Le Placard, c'était son premier roman qui avait eu un petit peu, comment dire, l'équivalent du Goncourt en Corée. C'est-à-dire chaque année, il y a un ensemble d'éditeurs qui choisit, qui fait une petite sélection de quelques livres qui sont portés au pinacle pendant une année. Généralement des livres très, très classiques. Avec des auteurs très classiques. Et là, c'était le prix Nac Donghae. Et là, c'était Kim Il-soo qui l'avait eu. C'était son premier roman. C'est un jeune homme qui débarquait de nulle part avec un roman totalement loufoque, puisque c'est l'histoire d'un jeune type qui ressemble pas mal à l'écrivain, qui n'a pas fichu grand-chose à l'école, qui traîne un peu comme ça après la fac, il doit avoir une trentaine d'années, et il ne trouve pas de boulot. Et il finit par, s'il trouvait quand même un petit quelque chose, il est embauché dans une espèce de clinique. Au début, il essaie de faire de son mieux pour travailler, mais en fait, assez vite, il va se rendre compte que dans cet endroit, personne ne fait rien à part faire semblant de travailler. Alors, certains ont des grandes stratégies, alors des dossiers cachés, des machins, on se planque derrière son armoire. Voilà. Mais en gros, personne ne fait rien. Donc, lui, il réceptionne les marchandises le matin, ça lui prend quelques minutes, puis après, il n'a rien à faire la journée. Donc, il va traîner et à force d'errer dans les couloirs de cette espèce de clinique, hôpital, là, il tombe sur un placard. Il tombe sur un placard tout banal, absolument normal, en ferraille, avec un cadenas. Alors ça l'intrigue un peu. Et donc, par pur désœuvrement, il va commencer, c'est un cadenas à combinaison, un chiffre, il va commencer à essayer 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, voilà. Et comme ça pendant des semaines et des mois. On a vu avant qu'il avait une certaine capacité à faire des choses inutiles pendant très longtemps, puisque notamment, il raconte comment il a dépensé tout son argent en achetant des canettes de bière qui qui remplissaient entièrement sa chambre, et qu'il n'est pas sorti de chez lui avant de les avoir toutes bues. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est un obsessionnel sage et paisible. Et donc il essaie les conditions, puis un jour ça s'ouvre. Et là, il va découvrir des dossiers sur des personnes qui sont appelées des symptomatiques et qui ont des symptômes tous plus étranges les uns que les autres et sans lien les uns avec les autres. Donc, on a une femme qui a un lézard en guise de langue. On a un homme qui a un ginkgo qui lui pousse au bout de l'auriculaire et le ginkgo continue à pousser. Et voilà. On a des gens qui sautent dans le temps, qui ont des moments de temps qui disparaissent. Et alors, on pourrait dire que c'est des mutants, mais sauf que c'est pas du tout. Déjà, ils contrôlent jamais leurs étrangetés et ils en souffrent. Et c'est pas du tout dans un esprit Stanley. Hein. On est dans un esprit très voilà, c'est des gens qui sont perdus avec cette espèce de pouvoir étrange, et qui sont en marge de l'humanité. Il y en a qui existent plusieurs fois en même temps. Voilà. Parfois, ils vont mourir, et puis
d'autres mois vont continuer. Enfin, voilà, on est dans toute cette étrangeté et qui fait une espèce d'humanité ouais, un petit peu de souffrance quand même, et qui sont suivis par un monsieur, le docteur Kwan, un vieux monsieur. Donc on retrouve ces deux personnages de Kim Moon-soo, le docteur Kwan qui rappelle personne et le jeune narrateur. Et petit à petit, il va le prendre un peu comme son apprenti, et le futur, le futur remplaçant qui devra prendre sa suite. C'est plein de trucs loufoques d'un bout à l'autre, hein. Même le premier chapitre que j'ai mis de côté, qui parle de tout à fait autre chose, on comprend rien, on se demande pourquoi, bon, ça s'explique après, évidemment, mais qui parle de l'éruption de la montagne Pelée. Et on est bientôt à la fin de notre temps, Pierre. pardon. Désolée. Non mais voilà, donc un roman un peu loufoque, et puis l'île des chamans, et puis était quelque part de là, voilà. On va peut-être lire des questions de nos lecteurs. Les Coréens sont-ils amateurs de polar comme les Français? Je pense qu'ils deviennent, c'était un peu un sous-genre en Corée pendant de longues années. C'est peut-être avec des gens comme Kim Yong-ha et Kim Moon-soo que c'est en train de devenir vraiment important, et que ça se développe. Et là, il y a vraiment toute une génération qui se met à écrire et à lire du polar. On a parlé des adaptations un petit peu là, donc on a un peu la réponse. Est-ce que le placard, lui, est donc le nouveau roman de Kim Moon-soo, enfin l'ancien, mais qui sort, qui vient de sortir, est-ce qu'il a une adaptation au cinéma est-elle prévue? Du placard, non. C'est dommage parce que ça part tellement dans tous les sens qu'il y aurait vraiment des choses à faire. Non, c'est plus les 100 shows pour lesquels c'est en cours, et les planificateurs. D'accord. Et j'espère que que ça viendra en France bientôt. Et donc, si vous deviez conseiller on a parlé un peu de 100 choses, si vous deviez conseiller un roman des éditions Matin Calme. Impossible. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des genres quand même assez, même si c'est un registre du polar, il y a quand même des choses assez variées, en effet. Bah, disons que l'idée, c'était aussi voilà, comme on sait que c'est pas une littérature qui est très connue pour le moment, on essaye vraiment, à travers chaque livre, de montrer un autre aspect du polar coréen, qui est vraiment très, très vaste. Et on a encore des petites cases à remplir. On n'a pas encore de zombies, mais ça viendra. Il y a des romans historiques, des polars historiques aussi qui nous tentent bien. Voilà, on essaie de montrer un peu tout ce qui se fait. Ce qui fait que oui, chaque roman est assez différent. D'accord. Donc, ouais, difficile d'en faire ressortir un. Impossible, surtout nous. Est-ce qu'il y aura une suite à Sancho? Alors, Sancho, non, a priori, il n'y a pas de suite, même si l'auteur peut reprendre. Bon, ça fait maintenant peut-être 4 ans qu'il est sur un roman qu'il n'arrive pas à finir, autour des pêcheurs de Busan. Et avec tous les trafics qu'il peut y avoir, il s'est embarqué 6 mois sur un chalutier il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, pour voilà, s'imprégner de tout ça et aller faire la pêche jusqu'au, je sais plus où, là, jusqu'au dans le Pacifique, très loin. Et c'est un livre qu'on attend. D'accord. On va peut-être s'arrêter là, puisque le temps tourne. Merci beaucoup. Merci, oui. Merci. On suivra avec beaucoup d'attention les sorties autres de votre catalogue. C'est un beau travail d'une petite maison d'édition. C'est une vraie découverte d'une nouvelle culture. Vraiment, merci. Merci pour votre travail. Merci Joël, merci Edouard. C'est un plaisir voilà, d'avoir des lecteurs comme vous. Merci Jordan aussi d'ailleurs pour ça, et puis tous les participants. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.